La page 16 du chapitre 7 de Minutes de cours porte sur la section 3.3, donc on est toujours dans les trois lois de Newton, mais la section 3.3, c'est la troisième loi de Newton. Dans un premier temps, je vais vous demander d'arrêter la vidéo, de faire une lecture en quelques secondes là, des trois premiers paragraphes, et on va ensuite résoudre les exemples. L'exemple 1. Un livre de physique de masse ml repose sur une table de masse mt. Analyser ce système livre-table sous l'optique de la troisième loi de Newton. Donc, sur la première représentation, j'ai tout simplement indiqué là, que j'avais ma masse de livre et ma masse de la table comme telle. Je vais également m'indiquer, parce que quand je veux travailler la troisième loi de Newton, c'est important de définir nos indices correctement. Donc, L va être pour livre, T va être pour table. Je risque d'avoir besoin de la Terre qui va créer FG, mais là j'ai déjà la lettre T, table, je ne trouvais pas d'autres mots à prendre, donc dans ce temps-là, des fois je me rabats sur l'anglais. Donc j'ai pris la lettre E pour Earth, Terre en anglais, et on va également réserver une lettre, parce que le plancher, d'après moi, soutient la table, donc une lettre pour le plancher ou le sol. Des fois, le sol, on mélange ça avec la terre, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'ici, c'est vraiment, ça pourrait être un plancher d'étage. C'est pas la terre ferme qui nous tient, c'est le plancher. Donc, je vais prendre la lettre P pour plancher. Okay. Bon, dans un premier temps, physique, c'est qu'on regarde souvent les sous-systèmes, si on veut. Je vais faire la physique sur la table, parce que les lois de la physique devraient s'appliquer si je regarde juste la table. Bon, lorsqu'on veut analyser le système sous l'aspect de la troisième loi de Newton, dans un premier temps, c'est peut-être plus facile d'identifier les forces, en ne considérant pas la troisième loi de Newton, d'identifier les forces. Puis quand on fait l'identification des forces, dans le fond, il s'agit de s'assurer qu'on pense à toutes les... C'est pour ça que je vais aller dans votre document résumé, voir le résumé du chapitre 7, donc la deuxième page de résumé. Quand on essaie d'identifier les forces, on devrait passer à travers ces forces-là, dire est-ce qu'il existe un ressort, est-ce qu'il y a une corde, est-ce qu'il y a des forces normales, est-ce qu'il y a des forces de frottement. C'est les forces qu'on devrait essayer d'identifier dans notre problème. Donc, j'ai ça, je garde ça en tête et je reviens ici. Puis, on va faire la physique sur la table, parce que la physique est supposée se vérifier sur chacun des sous-systèmes. Donc, on va faire la physique sur la table. Quand je demande aux étudiants de m'identifier les forces exercées sur la table, ben, naturellement, une grande majorité d'étudiants vont me parler de la force gravitationnelle qui attire la table vers le centre de la Terre. Comment ça fait que la table ne bouge pas? Un certain nombre d'étudiants vont me dire « Ah, c'est parce qu'il existe une force normale, la table repose sur le plancher, donc le plancher pousse sur la table. » C'est pour ça que je pourrais mettre une force normale de chaque côté. J'ai fait exprès présentement, parce que si on aurait des instruments de physique là, pour mesurer la situation, ça nous donnerait des valeurs à l'échelle. Ben, j'ai mis un vecteur de 2 carrés ici, de 2 carrés ici, ça me donne 4 carrés, alors que lui, il ne mesure pas 4 carrés. Donc, je ne balance pas présentement. Là, la table aurait tendance à monter. Puis pourtant, si on met des balances en dessous des deux pattes, on va arriver à une valeur de force plus grande que FG. Ah, évidemment, c'est parce qu'il y a le livre qui est par-dessus la table. Si je considère juste la table, ben, le livre exerce une force sur la table. Donc, il serait une force de contact de type force normale également. Là, si je veux écrire Fn sur cette force-là exercée par le livre, ben, je vais mêler avec les Fn qu'il y a là. Je ne peux pas avoir deux forces différentes qui portent le même nom. C'est pour ça qu'au moment où je veux rajouter une nouvelle force, ben, je vais l'appeler Fn2 et je vais avoir eu probablement le réflexe d'appeler ces deux forces-là Fn1 et Fn1. Et là, quand je regarde les dimensions, je balance. Ici, j'ai 10 mm de long. 10 mm, ça fait 20 mm au total. Ici, lui, je l'ai tracé de 12,5 plus 7,5, 20 mm vers le bas. Fait que ça balance, la table ne monte pas, ne descend pas. C'est les forces qui existent sur la table. Bon, je ne l'ai pas du tout regardé sous l'aspect de la troisième loi de Newton. Si je veux la regarder sous l'aspect de la troisième loi de Newton, ben, je devrais plutôt utiliser des indices de type tel objet exerce une force sur tel autre objet. Évidemment, dans ce cas-ci, ça va toujours être des forces exercées sur la table, donc ça va finir par sur T majuscule. Mais le FG, au lieu d'écrire FG, je vais plutôt écrire que c'est la planète Terre, Earth, qui
exerce une force sur la table. Donc, FE sur T. Pour le plancher, les forces normales du plancher, les autres aussi, normalement, je vais les tasser. Puis, si je veux l'étudier sous l'aspect de la troisième loi de Newton, c'est le plancher qui exerce une force sur la table. Les forces normales 1, je vais les remplacer par une notation, dire que c'est le plancher qui exerce une force sur la table. Donc, je les avais mis ici. C'est plutôt comme ça que je devrais les appeler, ces deux forces-là. Okay. Et mon Fn2, également, que je devrais enlever, lui, c'est le livre qui exerce une force sur la table. Donc, livre sur la table, c'est cette force-ci. Maintenant, je voudrais aller appliquer également le même principe, mais faire la physique sur le livre. Premièrement, j'identifie les forces qui existent. Il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de corde, etc. Ça va quand même assez bien. Il va y avoir un FG. Je l'ai appelé FGL parce que tantôt, j'avais déjà FG. Donc, si jamais j'ai besoin de les identifier, pas sous la forme de la troisième loi de Newton, mais probablement que d'un côté, je mettrais FGT portable, puis ici FGL pour livre. Okay. Et comment se fait que le livre ne tombe pas? C'est parce qu'il y a une force normale qui le tient, mais là, j'avais déjà tantôt FN1, FN2. Je vais probablement l'avoir appelé force normale 3 qui l'exerce vers le haut. Mais ça, c'est tout simplement d'identifier mes forces. Si je veux les identifier, en plus de les identifier, si je veux utiliser la troisième loi de Newton, je vais utiliser une autre nomenclature. Donc, mon FG, encore une fois, ça va être la force de la Terre, la planète Earth, sur le livre. Donc, ça va être la force qui est ici. Puis, ma force normale 3, qui était la table qui poussait puis qui maintenait le livre, ça va être FT sur L. Donc, j'ai appliqué les indices pour la troisième loi de Newton. Puisque la troisième loi de Newton nous permet de dire, c'est quand on a les mêmes indices, L sur T puis T sur L, c'est ça l'action et réaction. Donc, à toute force correspond une réaction. On les a ici, les deux forces qui forment une paire action-réaction. OK? Évidemment, on pourrait me dire, ouais, mais la troisième loi de Newton ne dit pas qu'il devrait exister livre sur E. Oui, le livre attire la planète Terre. Il existe aussi une T sur E. La table attire également la planète Terre. Mais là, il faudrait que je fasse la physique sur la planète Terre pour que ces forces-là, réactions, apparaissent. Il me restait aussi les P sur T. Il existe aussi une réaction T sur P. C'est-à-dire que si je ferais la physique sur le plancher de l'étage pour voir si le plancher est en danger de s'écrouler ou pas, j'aurais des forces qui s'appelleraient la table sur le plancher. J'aurais la réaction à ces forces-là. Donc, il existe toujours des paires action-réaction. C'est ce que la troisième loi de Newton vient nous dire. Okay. On va appliquer le même principe à un deuxième exemple. Donc, on vous poussez sur une masse qui entraîne une seconde devant elle, analyser la surface de contact des deux masses. Puis, je devrais continuer la phrase en disant analyser ça sous l'aspect de la troisième loi de Newton. Donc, je vais identifier mes deux masses pour commencer, M1 et M2. Je vais faire la physique juste sur M1. Donc, je vais avoir ma force vers l'avant. Mais bizarrement, si on calcule l'accélération de cette chose-là, je vais accélérer moins vite que si la boîte serait tout seule. Parce que la masse qui est en avant me ralentit. Elle me pousse. Donc, je vais avoir une force. C'est de type normal, ces deux objets qui sont en contact. Donc, j'ai une force normale vers l'avant. Puis là, si je fais la somme de cette force-là, moins ma force normale, oups, je vais retomber sur l'accélération que je mesure expérimentalement. Avant d'utiliser ma troisième loi de Newton, je vais identifier les forces qui existent sur l'autre boîte, parce que la boîte, je la vois avancer, donc il y a une force qui s'exerce sur elle, et ce n'est pas l'être humain qui pousse dessus, ce n'est pas la force extérieure qui vient pousser, c'est l'autre, la force qui fait avancer M2, c'est une force transmise par une surface, donc c'est encore une force normale. Donc là, j'écrivrais encore Fn, sauf que j'ai déjà un Fn, dans ce temps-là, je vais avoir tendance à les identifier différemment l'une et l'autre. Donc, probablement que je l'aurais remplacé comme ça. Mais là, je n'ai pas utilisé du tout la troisième loi de Newton. J'ai tout simplement fait de l'identification de force en considérant seulement quelle est la nature de la force, là, telle qu'on les voit là, dans le résumé. Si je veux appliquer la troisième loi de Newton, je vais toujours remplacer ces forces-là par
la nomenclature avec des indices. Donc, je vais commencer par identifier mes choses. La force extérieure qui est ici, on va dire que c'est l'être humain qui pousse sur la boîte. Donc, H pour homme ou humain. Puis après ça, je vais prendre un indice 1 et 2. Étant donné que c'est deux masses, 1 pour masse 1, puis 2 pour masse 2. Okay? Donc, je vais remplacer le F ici par l'homme qui pousse sur la masse 1. Je vais remplacer le F1, Fn1 ici par dire que cette force-là, c'est une force exercée par le bloc 2 sur le bloc 1. Donc, F2 sur F1. Et le Fn2 qui était ici, lui, je vais le remplacer, dire qu'est-ce qui fait avancer le bloc M2? C'est la force exercée par le bloc 1 sur le bloc 2. Donc là, j'aurais analysé la situation sous l'aspect de la troisième loi de Newton. Une remarque, à toutes les fois, encore une fois, ici, j'ai une paire action-réaction. Donc, j'ai inversé les indices, le vecteur s'est inversé, mais surtout, il y a la même longueur. C'est ce que dit aussi la troisième loi de Newton. Dire, je connais la longueur d'un de ces vecteurs-là, je le connais, je peux analyser la situation d'un côté ou de l'autre. Et c'était vrai aussi quand j'avais identifié une paire action-réaction, c'était ce vecteur-là, Ft sur L, puis Fl sur T. La troisième loi de Newton dit qu'il devrait être la même longueur, ce que j'ai raté ici. Ici, il aurait dû être de longueur 7,5 pour correspondre à la longueur FLT que j'ai ici. C'est ce que dit la troisième loi de Newton. Évidemment, sa balance, ça veut dire que lui aussi devrait avoir une longueur de 7,5. Parce que ce livre-là ne bouge pas vers le haut, vers le bas, fait que les deux vecteurs doivent balancer. Donc, c'est comme ça, en utilisant la troisième loi de Newton, des fois qu'on retrouve des valeurs de vecteurs. Dernier commentaire concernant la troisième loi de Newton, mais quand je travaille sur un objet, puis si j'utilise la troisième loi de Newton, on va s'apercevoir que toutes les forces que j'ai tracées finissent par sur T, sur T, sur T. Donc, je suis en train d'identifier les forces qui travaillent sur la table. Ici, sur le livre, ils terminent tous par sur L. Puis sur la masse 1, c'est tout sur la masse 1 et sur la masse 2. Donc, c'est une autre façon d'identifier puis d'analyser nos situations. Et des fois, c'est pas juste une autre situation, des fois, il faut y faire appel pour identifier des longueurs de force, pour en déduire quelles sont la valeur d'une force. Au revoir.